Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bernard Oudin. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je précise que vous êtes le conseiller de Laurent Gbagbo, le président ivoirien qui est actuellement emprisonné à La Haye depuis 6 ans maintenant. Depuis le 30 novembre 2011. Il vient d'avoir un rebondissement dans cette affaire. Il est toujours en détention provisoire, 6 ans c'est très très long, on y reviendra d'ailleurs. Et Mediapart ainsi que 9 quotidiens et 9 journaux européens viennent de révéler un échange de mails au sein de la diplomatie française et qui concerne à la fois la CPI et Ouattara. Donc vous allez revenir un petit peu sur toute cette histoire, nous expliquer, puisque Ouattara est donc le président qui a remplacé Gbagbo en 2011 dans des circonstances dramatiques. Exactement. Écoutez, effectivement, le mail de Mediapart est un revirement formidable dans le cursus actuel du storytelling qui avait été monté par la communauté internationale, c'est-à-dire entre guillemets essentiellement la France. Et nous, on a toujours dit que cette opération de crise post-électorale était la volonté de certains de vouloir installer à tout prix Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Le 31 octobre et le 28 novembre 2010 ont eu lieu le premier et le deuxième tour de l'élection présidentielle. Moi, je suis bien placé pour avoir travaillé toute cette période-là au palais à Abidjan et avoir suivi le résultat minute par minute dans les locaux du quartier général de Gbagbo à Abidjan. Et je peux vous dire que même en mettant 100% des voix à Ouattara dans le nord du pays, il n'avait pas 50% le mardi matin. Et il y a eu une fabrication totale du résultat. On le crie depuis 6 ans. Et aujourd'hui, la divine surprise, c'est ce mail. Alors, les conditions, c'est le journal Mediapart et ses confrères européens qui ont obtenu, c'est le secret des journalistes, un certain nombre de documents sur la Cour pénale internationale qui ne font pas qu'état de la Côte d'Ivoire. Il y a des affaires sur le Kenya, sur la Libye, sur le Soudan, et puis la situation personnelle d'Ocampo, qui est assez, entre guillemets, rock'n'roll. Mais pour la Côte d'Ivoire, et ce qui nous concerne, c'est un coup de tonnerre énorme, parce que le mail qui est révélé est rédigé par le patron du service de la direction Afrique du Quai d'Orsay, adressé à un certain nombre de diplomates et de personnel politique français. Il est daté du 11 avril 2011, c'est-à-dire le jour de l'arrestation de Gbagbo, et encore mieux, il est émis à 10h40 heure de Paris, ce qui fait qu'en heure locale d'Abidjan, il est 8h40, et je peux vous garantir qu'à cette heure-là, Laurent Gbagbo était dans sa résidence. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que donc il a été arrêté le 11 avril 2011 et qu'il a été détenu de avril 2011 à novembre 2011 dans des conditions extrêmement sévères, dans une ville du Nord, à Korogo, dans une petite maison, dans des conditions très précaires. À l'issue de cette période, en fait, il a été extradé à la CPI alors qu'il n'y avait le problème, c'est que aucun cadre juridique pour le faire. Pour envoyer quelqu'un à la CPI, il y a un certain nombre de règles. D'abord, la Cour pénale internationale a été créée en 1998 autour de ce qu'on appelle le statut de Rome. Et les États qui veulent faire partie de ce statut doivent signer et ratifier la Convention de Rome. La Côte d'Ivoire, les pays qui ne signent pas cette convention ne peuvent pas voir leurs nationaux déférés devant la Cour. C'est une règle de base, ce qui fait qu'aujourd'hui, ni les Américains, ni les Russes, ni les Chinois, ni les Israéliens, ni les Indiens n'ont signé ce statut pour éviter que leurs nationaux puissent être déférés à la Cour. La Côte d'Ivoire, en 2011, n'avait pas signé le statut. Alors, vous pouvez quand même déférer quelqu'un au statut de Rome, dans la Cour pénale selon le statut de Rome, à une condition, c'est que le Conseil de sécurité vote une résolution pour transférer la personne qui aurait commis un crime énorme et qui ne soit pas d'un pays membre du statut de Rome. Ça pourrait arriver, mais il faut le consensus du Conseil de sécurité, et vous remarquerez que les 5 grands ont chacun le droit de veto. Donc, dans tous les cas de figure, ni un Russe, ni un Américain, ni un Chinois ne pourraient aller à la CPI, puisqu'il y aurait automatiquement le veto de son représentant à l'ONU. Donc, et on sent d'ailleurs dans le mail, on va y revenir, qu'il y a un problème pour les Français et pour Ocampo pour transférer Gbagbo. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même
l'aspect extraordinaire, au sens littéral du terme, que des officiels français se parlant entre eux relaient des consignes d'Ocampo. Puisque le mail dit, Ocampo nous dit qu'il faut qu'on dise à Ouattara de garder Gbagbo. Et à l'heure où ils écrivent ça, Gbagbo n'a pas encore été arrêté. Donc ils sont vraiment dans une anticipation. La deuxième chose qui relaie ce que je vous disais à propos des problèmes de conditionnalité et de déferment avec la participation au statut de Rome, c'est qu'il demande, Ocampo demande aux Français de trouver très vite un pays africain qui pourrait se saisir de l'affaire du dossier pour demander le transfert de Gbagbo à ces pays, parce que c'est aussi une conditionnalité potentielle. Donc on voit très bien qu'ils sont dans l'urgence, qu'ils sont dans la difficulté juridique, et qu'ils travaillent de concert. C'est une organisation concertée. Ce qui est complètement illégal dans un cadre judiciaire, normalement. D'autant plus que pour faire ça, il faudrait que le procureur ait fait des enquêtes et ait émis un mandat d'arrêt. Il n'y a ni enquête et d'autant moins un mandat d'arrêt. Donc on est totalement dans l'illégalité. Donc si on résume, Gbagbo avait gagné les élections. Cela a été contesté par la France notamment et par le FMI. Et donc ils ont installé Ouattara à la place au pouvoir. Il y a eu une confusion pendant une période, il y a eu entre guillemets deux présidents, c'est-à-dire il y avait Gbagbo qui restait aux manettes du pays, et puis Ouattara qui était la plus petite république du monde, disaient les Ivoiriens, la République du Golfe, qui était l'hôtel et son jardin. Et puis l'armée française est intervenue. Alors, tout le long de ce processus, les forces dites impartiales, qui étaient sous le régime de l'ONUCI, la représentation de l'ONU en Côte d'Ivoire, dans laquelle la force française avait un mandat spécifique, puisqu'elles étaient dans le cadre du processus ONUCI, mais avec un commandement spécifique français. Les soldats français qui intervenaient n'étaient pas officiellement des casques bleus. Mais ils étaient une force d'intervention rapide. La force licorne, c'est ça? Qui était ce qu'on a appelé la force licorne, effectivement. D'accord. Et donc les Français sont intervenus, ils ont envoyé des hélicoptères sur la résidence de Laurent Gbagbo, ils ont envoyé une centaine de missiles, alors qu'il y avait femmes et enfants à l'intérieur, et ils ont envoyé des forces, des supplétifs au sol qui étaient les forces pro-Ouattara, si je ne me trompe pas, pour procéder à l'arrestation de Alors c'est au terme de tout un processus de 4 mois dans lequel la France, l'ONUCI et les rebelles s'enlisaient, puisque moi je suis parti en mission d'Abidjan le 26 mars 2011, j'ai pas pu rentrer puisque mon vol rentrait le 30 mars ou le 31 mars à Abidjan et l'aéroport était fermé à cause des combats de rue à Abidjan. Si l'intervention militaire française n'avait pas eu lieu dans les conditions qu'on sait, Gbagbo serait président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est très très clair. Donc c'est vraiment une opération de la France-Afrique à l'ancienne, quoi. C'est une opération avec un storytelling exceptionnel au niveau médiatique. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que le mail qui révèle tout ça sur l'implication France, ONU, Ocampo, il y a difficilement les relais dans la presse française. La presse européenne s'en charge, mais la presse française est, dans certains grands médias, tétanisée par l'événement. C'est très important de rappeler que justement au niveau de la CPI, la procureure dès le départ avait insisté sur le soi-disant rôle de Laurent Gbagbo dans des massacres interethniques. Ben, le problème aussi là-dessus, c'est que depuis le mois de janvier 2016, le procès réel de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Gaudet a commencé à La Haye, après 3 ans d'enquête préliminaire et de procès préliminaire où ils ont été à la limite d'abandonner puisqu'ils n'avaient pas d'argument. Donc ils ont fini politiquement à imposer ce procès. On en est actuellement à 70 témoins du procureur. Il n'y a pas un seul des 70 témoins qui a pu apporter l'ombre d'une preuve sur une des allégations du procureur contre Gbagbo. Par contre, apparaissent aujourd'hui au grand jour un certain nombre de mauvaises conduites, à la fois de l'ONUCI et de la France, dans le support à Ouattara, pour en arriver au 11 avril. Sans parler des actions potentielles de personnages comme Guillaume Soro, qui ont été Premier ministre de Ouattara, si je ne me trompe pas. Qui était Premier ministre de Gbagbo avant les élections, oui. Et qui a continué à être Premier ministre de Ouattara, et qui aujourd'hui d'ailleurs, là où on parle, est quasiment en exil, parce que le problème se situe maintenant entre Ouattara, Soro et les différentes forces qui les soutiennent. Je précise que ce n'était pas de gaieté de cœur que Gbagbo avait accepté Guillaume Soro comme Premier ministre, pour ceux qui ne connaissaient rien à l'histoire.
Mais c'était pas de gaieté de cœur, on refait un petit peu une marche arrière. La crise ivoirienne datant de septembre 2002, après le coup d'État, dont Soro était un des membres, mais non l'instigateur principal, puisque l'instigateur c'était la France à travers Compaoré et Ouattara. Compaoré, le président du Burkina Faso. L'ancien président du Burkina Faso, qui a lui-même été enlevé par une révolte populaire. Et en 2006, après un certain nombre de tentatives de négociations, dont la fameuse négociation de Marcoussis et d'autres, Gbagbo s'est adressé directement aux rebelles et à Soro en disant maintenant il faut qu'on s'assoie autour d'une table, qu'on discute et qu'on trouve une solution. Cette solution, ils l'ont trouvée à Ouaga, avec Soro. Ils ont signé les accords de Ouaga dans lesquels Soro est devenu Premier ministre et où les rebelles ont en partie intégré le gouvernement d'union nationale qui a amené à l'élection de 2010. Mais ça, c'était une sorte de piège qui était tendu à Gbagbo, quelque part. Ça pouvait être un piège, mais aussi pour Gbagbo, c'était une solution de sortie. Si Soro avait joué le jeu jusqu'au bout, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc il y a eu cette démarche qui était une démarche volontaire de Gbagbo pour préserver l'intérêt général, puisque Gbagbo, de toute façon, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le multipartisme. Donc que des gens ne pensent pas comme lui, pour lui c'est naturel. Que des gens veulent s'opposer à sa politique, c'est naturel. Mais le problème, c'est qu'on s'oppose dans la démocratie. Et ça, pour Gbagbo, c'était essentiel. Donc tout ça a conduit à ce qui s'est passé. Et on voit très bien que, si on reprend l'histoire, même dans les Wikileaks des années 2004-2005, les Américains montraient bien dans leur rapport au département d'État que les Français étaient sans arrêt à essayer de mettre les pieds de Gbagbo dans le feu, comme ils disent. Donc, et l'arrivée à 2011 était pour les Français une sortie quasiment naturelle. Enfin, c'était la fin d'un processus qu'ils avaient engagé quasiment depuis l'élection de Gbagbo. L'élection de Gbagbo en 2000, c'est un coup de tonnerre dans le système de la France-Afrique. C'est un président, je ne dirais pas indépendantiste au sens je ne veux pas les autres, etc., mais souverainiste dans la mesure où il dit moi je suis la Côte d'Ivoire, la France est la France. Le meilleur allié de la France, c'est la Côte d'Ivoire. Le meilleur allié de la Côte d'Ivoire, c'est la France. Mais on a notre responsabilité et on a notre développement à le faire harmonieusement, mais on n'est pas là pour répondre aux ordres à telle heure ou à telle heure. C'est tout. Alors, il y a eu également une rencontre entre une journaliste et Laurent Gbagbo en prison récemment. Est-ce que vous avez lu cette interview, enfin ce rapport de rencontre, ce rapport d'entrevue qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, moi, je sais qu'une journaliste d'ailleurs qui a fait l'article de Mediapart concernant le fameux fax avait rencontré le président Gbagbo. Bon, ça apparaît sous la forme d'une interview, mais c'est une analyse de la situation sociale, politique, économique de la Côte d'Ivoire vue par Gbagbo de là où il est. Et bon, mais c'est qui confirme quelle est la position de Gbagbo dans tout ça. C'est que, en fait, il n'est pas en prison. Il est otage, on l'a éloigné de la scène politique ivoirienne pour essayer de faire fonctionner Ouattara, parce que si Gbagbo était aujourd'hui à Abidjan comme chef de l'opposition, par exemple, entre guillemets, ça serait très dur pour Ouattara de tenir le coup. Mais je voudrais revenir à ce mail, parce que c'est... La révélation de Mediapart. Cette révélation de Mediapart, parce qu'elle met en lumière une chose, c'est que tout le montage juridique du procès de Gbagbo est fondé sur une nullité. Donc en droit, et là on ne parle plus de la Côte d'Ivoire, on ne parle plus de Gbagbo, nous sommes des Occidentaux, la Cour pénale internationale c'est une grande cour de justice, moi quand je vais à La Haye, il y a tous ces grands panneaux qui leur rappellent protection des droits de l'homme, protection de l'humanité, je ne sais pas quoi encore. Si la justice qui veut s'installer de cette façon-là commence par faire des dossiers en truquant dès l'origine, où est la justice? Donc aujourd'hui, c'est plus le problème du procès Gbagbo, c'est le problème du système de justice qu'on veut implémenter dans le monde, et le procès de Gbagbo doit s'arrêter en tant que tel, parce qu'il est fondé sur une nullité profonde. Mais qui a le pouvoir aujourd'hui de porter une telle demande Nous, on va la porter sûrement, c'est évident. Est-ce qu'il y a des parlementaires européens qui seraient prêts à... Mais déjà, il y a les personnes concernées qui peuvent acter à la Cour, les avocats, etc. Et puis les juges de la Cour, parce qu'il y a le procureur, il y a la défense et il y a la Cour. Et les juges de la Cour, dans le dossier Gbagbo, n'ont jamais eu un langage
totalement uniforme et univoque. Je rappelle que pour l'enquête, pour le procès préliminaire qui devait renvoyer Gbagbo en procès final, il y a eu une opinion dissidente très forte. D'ailleurs, il y a eu un ajournement du premier verdict, ce qui n'était jamais arrivé à la Cour pénale, demandant au procureur de revoir sa copie parce qu'elle n'était pas suffisamment fondée. Il a mis 1 an à refaire une nouvelle qui ne changeait pratiquement rien, puisque la juge belge, qui avait mis une opinion dissidente au premier coup, a réémis la même opinion dissidente au deuxième en disant « On vous a donné 1 an de plus pour faire un vrai dossier, or ce n'est resté, et je pense de mémoire, que c'était un dossier qui était fondé sur des coupures de presse et des rapports d'ONG sans valeur juridique. » C'est très lourd, et c'est signé par la juge de la Cour. Aujourd'hui, par exemple, pour la demande de liberté conditionnelle du président Gbagbo, qui a été refusée pour la 11e fois il y a quelques semaines, le juge président de la Cour actuelle a émis 2 opinions dissidentes successives pour dire « M. Gbagbo n'a rien à faire en détention provisoire aujourd'hui. La Cour a trop attendu, le président Gbagbo a telle raison, il a la présomption d'innocence, l'incarcération provisoire n'est que le pis-aller, et ça fait plus de 6 ans que M. Gbagbo est dans l'attente de ce procès et de l'évolution de ce procès. Donc, il mérite... Donc, les juges ne sont pas un bloc monolithique. Et à un moment ou à un autre, en plus, avec cet effet énorme, parce que pour les juges de la Cour, de voir comment le procureur a fabriqué un dossier dans ces conditions-là, avec une puissance étrangère, enfin, une des puissances, et la puissance locale. Celle qui est concernée. Oui. Celle qui est concernée, qui est la France, qui est la puissance tutélaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est inimaginable. Et je ne sais pas encore quels sont les états d'âme, entre guillemets, de tous ces gens à la Cour. Que ce soit ceux qui jugent Gbagbo ou ceux qui sont dans le collège des juges de la Cour, qui sont une douzaine et qui représentent. Je sais par exemple que le juge français avait dit il y a quelque temps, au moment de son élection, il ne fait pas partie du jury contre Gbagbo, mais il avait dit à une personnalité politique française que le dossier de Gbagbo était creux. Parce qu'en parlant avec ses collègues. Donc, alors, quelles sont les prochaines échéances du jugement du procès Gbagbo? la prochaine évolution, c'est de voir dans quelles conditions on va émettre un certain nombre de dispositions contre les conditions dans lesquelles le procès a été monté. Les audiences sont suspendues actuellement pour des raisons techniques jusqu'au 6 novembre. Et à partir du 8 décembre, le procureur n'aura plus de témoins. Il aura terminé sa liste de témoins. Comme ces témoins, pour l'essentiel, ont fini par être volontairement ou involontairement des témoins à décharge, et qu'on n'a rien trouvé de réel, je prends le dernier témoin qui est passé il y a 2 jours, qui est un expert médecin légiste, qu'on avait fait venir à Abidjan, et en plus il travaille au bureau du procureur, ce qui est assez étonnant, d'en voir un témoin du procureur qui travaille à son bureau. Bon, enfin, ils n'en sont pas une forfaiture près. Et ce médecin a quand même dit qu'on l'a emmené à Abidjan pour faire des autopsies, donc des exhumations, des autopsies des femmes tuées à la soi-disant marche des femmes d'Abobo. Et dans son rapport médical, il dit tous les corps qu'on nous a présentés, c'était des hommes. Alors on parle de femmes et on autopsie des hommes. Le coup d'avant, c'est un gars qui dit « j'ai perdu ma sœur dans la manifestation ». On a exhumé sa sœur, on a fait des tests ADN, il ne correspondait pas, et en plus, sa sœur, c'était un homme. Et tout est comme ça. Et le général Mangou, qui est venu témoigner de façon assez péremptoire, en fait, sur les 3 chefs d'inculpation principaux contre Gbagbo, c'est-à-dire la marche, entre guillemets, pacifique du 16 décembre à la CPI, à la RTI, la marche des femmes d'Abobo et le bombardement d'un marché d'Abobo par un mortier, sur les 3 éléments, il apporte une réponse négative. Donc tout le reste de son discours n'est qu'un fatras de volonté personnelle d'apparaître ou de paraître devant la Cour, mais sur le problème principal, il n'a émis aucune, sans ambiguïté, aucune charge contre Gbagbo. Et ça a été pareil pour tous les autres témoins depuis 2016. Donc là, ça va vraiment être un test pour la CPI. On va vraiment pouvoir se rendre compte si effectivement il y a une justice ou pas sur ce procès Gbagbo, puisque effectivement les révélations de Mediapart sont extrêmement graves. Que, comme vous l'avez rappelé, qu'une cour comme ça puisse faire une sorte d'intelligence, effectivement, avec une puissance impliquée dans le procès, de près d'ailleurs, c'est extrêmement grave. D'ailleurs, même à titre d'illustration,
Gbagbo a été transféré le 30 novembre. Le samedi précédent, M. Ocampo a déjeuné dans l'appartement parisien de Ouattara. On a les photos. Et quelques jours avant, M. Mercier, qui était ministre de la Justice française à l'époque, et on ne savait pas qu'il y avait à l'époque des filles qui avaient des emplois fictifs avec lui, parce qu'il lui a valu de rater la marche du Conseil constitutionnel, avait emmené par la main le ministre ivoirien de la Justice jusqu'à la cour pour rencontrer le procureur. Donc c'était une visite guidée. Et avec des... donc il y a une préméditation permanente dans cette affaire. Et ça, c'est le mail lui-même, et je pense que c'est un mail, et Mediapart et le groupe européen d'investigation détiennent 40 000 documents. Ils ne sont pas tous sur la Côte d'Ivoire, mais il y en a quand même quelques milliers qui doivent apparaître sur la Côte d'Ivoire. Donc celui-là, c'est un. Il y en a sans doute des dizaines, sinon des centaines d'autres, qui vont venir interférer sur toute volonté d'essayer de se justifier par les gens mis en cause dans le premier mail. Alors, on pourrait croire que la CPI donne le là à la France concernant Ouattara et Gbagbo, enfin ce qu'il faut faire de Gbagbo, mais il faut rappeler que depuis longtemps la France a été plus ou moins à essayer de favoriser Ouattara et à essayer d'éliminer Gbagbo. C'est de longue date, ça date pas de 2010-2011. Ben, ça a commencé à l'élection de Gbagbo en 2000, les Français ont été assez surpris. C'était il y a 17 ans. C'était il y a 17 ans. Ils se sont rendus compte à un moment donné que Gbagbo, ça commençait à fonctionner bien en Côte d'Ivoire, donc il fallait se dépêcher. En 2002, ils ont fait ce coup d'État qui a lamentablement échoué, mais qui malheureusement s'est transformé, avec la volonté française et d'autres pays, en une rébellion, puisque la France a quasiment imposé une ligne de démarcation entre le nord et le sud, ce qui fait que ça a bloqué le pays pendant de fin 2002 à 2010. Et s'il y avait été les accords de Ouaga entre Gbagbo et Soro, la situation était encore beaucoup plus grave. Et la volonté permanente de vouloir mettre M. Ouattara, qui manifestement n'est qu'un instrument dans cette affaire-là. Alors je ne sais pas si je l'ai rappelé en off ou si je l'ai rappelé en début d'interview, mais Ouattara, il a quand même été un membre important de la BCEAO, de la banque... il a été gouverneur de la BCEAO. Du franc CFA, quoi. Il a été... donc il gérait le franc CFA. Il a été membre du FMI. Il était au bureau de Michel Cantu, qui était directeur du FMI à l'époque. Et puis, il y a surtout un fait historique, absolument incontournable, que j'avais rappelé dans un livre que j'avais écrit à l'époque sur lui, c'est qu'on ne trouve nulle part, jusqu'au moment où il arrive, proche d'Houphouët-Boigny, et imposé quasiment comme Premier ministre, à aucun moment de sa naissance à ce jour-là, il n'agit par un acte, soit pour ses études aux États-Unis, soit pour son service militaire, soit pour acheter un immeuble à Abidjan. Il est toujours sous le régime d'un national de la Haute-Volta, devenu le Burkina Faso. On ne retrouve aucune trace de M. Ouattara, citoyen ivoirien, jusqu'à 1990. Et ça, c'est incontournable. Alors j'ai retrouvé le nom d'un journaliste qui a rencontré en prison donc, Laurent Gbagbo, c'est Fanny Pigeot. Et Fanny Pigeot, donc elle relate des propos de Gbagbo. Donc, selon Gbagbo, aujourd'hui, deux points fondamentaux bloquent l'indépendance des pays d'Afrique francophone, la défense et la monnaie. Je pense que c'est quelque chose d'important. L'armée française maintient son assise sur nous, et la monnaie, le franc CFA, reste contrôlée par la France. C'est quand même deux points très très importants. C'est important parce que les ministères régaliens, les deux principaux, sont deux des principaux avec la capacité d'agir dans les affaires étrangères, etc. C'est la défense et la monnaie. J'ai bien aimé l'image qu'a donnée Lilian Thuram récemment. Que diraient les Occidentaux, les Européens, si l'euro était fabriqué dans une imprimerie à Pékin et que pour ces conditions-là, il fallait qu'on laisse 50% des avoirs de change dans une banque pékinoise? On ne serait pas tellement d'accord. Et on impose ça aux Africains depuis les indépendances. Donc l'indépendance monétaire n'existe pas. Et sur le plan de la défense, il y a des accords de défense qui ont été signés dès les indépendances, dont certains avaient une base publique et une base cachée. Monsieur Gbagbo, en 2009, avait négocié, même pendant la crise, avec les Français, que le régiment, le bataillon d'infanterie de marine qui était basé à Port-Bouët, le fameux 43e BIMA, soit dissous. Et au moment de la chute de Gbagbo, les forces françaises, c'était licorne.
Et normalement, si la crise s'était terminée, la base française était restituée aux Ivoiriens. Et il y avait un protocole d'accord entre la France et la Côte d'Ivoire, ce que pas beaucoup de monde ne savent aujourd'hui. Mais ça, c'était acté. De la même manière que en fait, les Français n'ont pas appliqué l'accord de défense qui est lié à la Côte d'Ivoire quand il y a eu l'invasion, on peut dire. Oui, parce que les gens savaient très bien qu'il venait du Burkina Faso, mais comme c'était la France qui organisait ça, elle n'allait quand même pas venir interférer sur quelque chose que certains Français avaient organisé. Bien sûr. C'est évident. Donc il a fallu trouver un argument. C'est comme quand Mme Alliot-Marie dit, après les événements de Bouaké, pour dire que l'armée française n'avait pas tiré sur la foule à l'Hôtel Ivoire, que c'est une bataille entre gendarmes ivoiriens. Or, même le général Mongou à La Haye vient de dire les forces françaises ont tiré avec les mitrailleuses des chars sur une foule à main nue. Et ça, c'est un crime de guerre. Je renvoie les internautes à notre précédente interview sur cet épisode du bombardement de Bouaké, parce qu'effectivement, là, c'est encore une opération sous faux drapeau de la France, dont on peut avoir honte. Non seulement on a honte aujourd'hui, mais aujourd'hui, le processus arrive à son terme, c'est que le juge d'instruction à Paris veut renvoyer devant la Cour de justice le ministre des Affaires étrangères de l'époque, c'est-à-dire M. Villepin, le ministre de M. Barnier, pardon, le ministre de la Défense de l'époque, Mme Alliot-Marie, et le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Villepin. Ça fait du monde. Et on attend l'avis de la Cour de cassation. Alors, je rappelais pour cette fin d'interview, parce que cette interview touche à sa fin, qu'il y a un rassemblement le 18 novembre à Chamaillères, donc là où est imprimé le franc CFA, donc l'imprimerie en France, c'est près de Clermont-Ferrand, je crois. À la ville de M. Giscard d'Estaing. Voilà, donc il y a un grand rassemblement avec tous les Africains de la diaspora, tous les Africains qui sont nés en France, tous les Français qui sont intéressés par le sujet, qui sont invités effectivement à venir manifester. Ça, c'est quelque chose qui est en dehors du cas Gbagbo stricto sensu, mais qui est un débordement. Mais à ce propos, je voudrais dire que le président Gbagbo avait une conscience très, très rationnelle des événements. Pendant la crise en 2011, je l'ai révélé dans mon livre, j'ai moi-même fait venir à Abidjan, par des voies détournées, pour que ça soit discret, un ancien haut fonctionnaire de la Banque de France qui avait été en charge à la BCEAO, un Français. Et ce monsieur, on se retrouve à 3 dans le bureau de Gbagbo, lui-même, et il dit au président, c'est très facile que vous sortiez du franc CFA, parce que la Côte d'Ivoire a son économie, et Gbagbo lui a répondu, monsieur, nous sommes dans une situation difficile actuellement, mais la Côte d'Ivoire, effectivement, est un des gros moteurs de l'UMOA, de la zone monétaire du franc CFA Afrique de l'Ouest, mais ça nous donne des devoirs. Or, si la Côte d'Ivoire s'en va comme ça, elle va laisser derrière elle un champ de ruines de certains petits pays, comme la Guinée-Bissau ou le Niger. Donc, aujourd'hui, le problème n'est pas là. Quand tout ça sera terminé, s'il y a la volonté populaire de sortir du franc CFA, on suivra la volonté populaire. Mais aujourd'hui, j'ai des obligations morales. Donc vous voyez, même en plein milieu de la crise, la hauteur de vue de Laurent Gbagbo. C'est vrai qu'il avait la possibilité de sortir son pays unilatéralement. En faisant tomber les autres. Voilà, mais il n'avait pas envie de... En particulier, il avait cité la Guinée-Bissau. Il faut savoir que 8 jours après cet entretien, à la réunion de Bamako des ministres des Finances de l'UMOA, ils ont décidé de couper la route de la BCEAO au gouvernement ivoirien de Gbagbo. Et celui qui présidait cette séance de travail, c'était le ministre des Finances de Guinée-Bissau. Comme quoi... On n'est pas toujours remercié. Ok, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer par rapport au procès actuel Comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous, ce procès il devient inique. Il l'était déjà, mais vu les conditions dans lesquelles on révèle aujourd'hui la volonté totalement hors de toute règle, à la fois du procureur et des officiels français de l'époque, parce que je ne mets pas en cause la France en tant que France, on met en cause une certaine caste d'hommes politiques français qui ont eu la volonté permanente de faire ces choses-là en Côte d'Ivoire, et c'est heureusement pas la majorité des Français. Et aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ça. Et comme la Côte d'Ivoire est en train d'entrer dans une situation très difficile, parce que les alliés d'hier sont en train de s'entre-déchirer, Soro est quasiment exilé, on vient de trouver des caches d'armes, entre guillemets, chez certains de ces hommes, mais à mon avis, il y en a beaucoup ailleurs, pour d'autres groupes, d'autres tendances de la même mouvance Ouattara. On est à l'aube d'une situation qui risque de ne pas être maîtrisée si on reste les choses en l'état. Très bien. Eh bien, Bernard Oudin, merci beaucoup pour votre analyse et votre témoignage.
Et je vous dis à bientôt. Merci. Thank you.